Je suis une fonceuse, mais je réfléchis pas trop quand je fais les choses. Je me dis toujours, quand je dois y aller, vas-y, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Alors c'est quoi le déclencheur pour dire non à TF1 ? Est-ce que j'ai envie d'y rester pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans ? Non. Ou est-ce que j'ai envie de faire ce que j'aime et de tous les matins me réveiller en me disant, mais je suis tellement heureuse d'aller bosser. L'énergie que tu transmets, les gens l'absorbent. C'est ça qui fait vibrer une équipe et qui donne aussi envie aux gens de continuer avec toi. Et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle de stratégie de motivation. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie, une jeune femme entrepreneuse, directrice d'une agence d'événementiel. Wow. Qu'elle a su façonner avec audace et créativité, elle incarne cette nouvelle génération de leaders qui osent transformer leurs rêves en projets concrets. Aujourd'hui, on va explorer avec elle ses stratégies de motivation, le passage à l'action, son parcours qui résonne comme une véritable source d'élan. Entre persévérance, vision et énergie communicative, elle nous ouvre les coulisses de son aventure entrepreneuriale et nous partage les clés qui l'ont aidée à tenir le cap dans les moments décisifs. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien et tu as très bien résumé, c'est très joli ce texte de présentation. Ça te convient ? Oui, très bien. Je me suis pas trompée sur toi ? Non. Alors écoute Sophie, je suis vraiment ravie de t'avoir parce que pour moi, tu es vraiment une figure d'inspiration. Jeune femme auto-entrepreneur, jeune maman, avec un parcours inspirant, créatif. Moi, j'ai une première question à te poser, celle que je pose à tous mes invités, la même à chaque fois. C'est si j'avais en face de moi la petite Sophie de 7-8 ans, qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard, Sophie ? Quand elle sera grande. Sophie, ce qu'elle voulait faire, c'était simplement faire ce qu'elle aime. J'ai jamais eu vraiment de rêve prédéfini dès mon enfance, mais grâce à mon parcours de vie, parcours familial et tout ce qui va s'en suivre dans mes différentes expériences, c'était simplement aller où je voulais être et où je me sentais bien. Alors, où est-ce que tu voulais être ? Où est-ce que tu te sentais bien ? Je me sentais bien quand je faisais les choses par moi-même. Si je peux un peu me faire un petit résumé sur mon parcours au niveau scolaire, donc je suis allée jusqu'au master. J'ai fait jusqu'au master marketing communication. J'ai fait pas mal d'expériences professionnelles, que ce soit dans le cinéma, dans l'événementiel, dans la musique, parce que je l'ai fait en alternance sur pas mal d'années. Et puis je me suis retrouvée autant dans des petites entreprises que dans des très grosses. J'ai travaillé pendant des années chez TF1, j'ai travaillé dans d'autres sociétés du côté de Marseille où c'était des énormes boîtes. Et où finalement on est tout petit et je trouve que c'est ça qui déjà donne une force de savoir où se placer, où je suis, qui je suis parmi tous ces gens qui m'entourent et comment en fait je vais évoluer dans ce secteur-là ou dans cette entreprise-là. Et c'est toutes ces questions qui m'ont permis un petit peu de me dire là, c'est pas ta place, Sophie, ou essaie de changer, est-ce que tu veux aussi voler de tes propres ailes ? Donc voilà, en fait, au fil du temps, je me suis forgée. Elle va vite, Sophie, elle va vite. Elle nous a fait le résumé de sa vie en l'espace de... Attends. J'arrête. Mais on sent déjà ton énergie dans tes mots et ta volonté d'aller là où vraiment tu as envie d'aller. Alors, on va pas repasser toute sa vie sur ton enfance, mais ce que tu nous dis, c'est hyper inspirant. C'est-à-dire que déjà, tu as envie de faire ce que tu veux. OK. Donc, si je lis entre tes lignes, entre tes mots, c'est depuis l'enfance, ou en tout cas l'adolescence, tu mets en place une stratégie quelque part qui va te permettre à un moment donné d'arriver là où tu veux. Donc si je lis toujours entre les lignes, c'est de faire de l'événement. C'est de faire de l'événement. Je pense que dans l'événementiel, c'est une caisse de résonance pour communiquer plein de messages. Et je pense que grâce à ça, j'arrive à communiquer qui je suis, mes valeurs. Ça passe par mon équipe ou les gens que je forme ou les gens qui m'accompagnent dans cette aventure. Parce que je prends vraiment ça comme une aventure. Si demain ça devait s'arrêter, c'est pas quelque chose qui me rendrait triste. Bien au contraire, c'est que je me dirais que je l'ai fait jusqu'au bout où je pouvais aller. Et puis s'il y a d'autres choses qui se présentent à moi, je le ferai également. Ça veut dire que quand tu es au collège, tu sais déjà exactement, tu as une vision claire de ce qui t'attend ? Alors pas du tout, parce que j'étais quelqu'un de très timide à l'époque, mais vraiment très timide. C'est-à-dire que j'étais l'élève qu'on n'entendait pas dans la classe. Quand on m'interrogeait, j'étais rouge comme une tomate, limite, il fallait que je me cache. Et en fait, j'ai transformé ma timidité en courage. Quand on est timide, quand on est confronté à ça, ça ressort par plein d'éléments sur notre visage, notre manière de bégayer, etc. C'est pas qu'on a honte, mais tu vois, on aimerait se dire mais pourquoi j'arrive pas à répondre spontanément ? Pourquoi j'arrive pas à être... j'étais pas forcément la leader. C'est dingue par rapport à ce que je suis aujourd'hui. Mais en fait, c'est justement en fait, tout ce parcours-là, je m'analyse énormément.
J'essaie énormément de justement changer certaines choses ou de me dire ça, Sophie, allez, va de l'avant, affronte telle ou telle chose. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure. C'est vraiment dans l'expérience et l'âge. Alors là, quand tu vois, on va parler un petit peu, je vais essayer de recadrer par rapport à mon sujet à moi, du coup, puisque tu nous as annoncé plein de choses en très peu de temps. De cette petite fille, finalement, qui est plutôt réservée. Oui. Qui se sent pas très courageuse. Parce que tu as utilisé le mot courage. Je l'étais, mais comme tu le sais, j'ai une sœur jumelle. Donc déjà, d'être jumelle, donc c'est un binôme de vie. On l'a toujours été avec ma sœur parce qu'on a fait les mêmes études jusqu'au bac+5. On a fait du sport depuis toute petite parce qu'on a eu la chance de naître dans une famille où notre oncle avait un grand club de sport du côté d'Aix-en-Provence. Donc en fait, la villa de notre père et de notre mère était à l'intérieur. Donc c'est vrai que le sport a toujours fait partie intégrante de notre vie et ça aide énormément déjà. Et c'est vrai que je pense qu'avec ma sœur, c'est comme si c'est deux petites moitiés qui essaient petit à petit de s'accomplir tout en étant une personne à part entière, ouais. En fait. Quand je te posais cette question-là, tu sais déjà ce que tu veux faire. Donc là, tu me dis, non, parce que j'étais plutôt réservée. Donc à quel moment tu te dis, c'est ça que je veux faire ? Je l'ai su quand j'ai justement vécu toutes mes différentes expériences professionnelles. Je dis toujours parce qu'au bureau, j'ai des jeunes, j'emploie des jeunes en alternance, etc., qui ont entre 18 et 24 ans. Et je vois même beaucoup des jeunes qui sont un petit peu paumés sur qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui m'anime. Je fais de l'alternance parce que je fais de l'alternance, mais est-ce que la boîte dans laquelle je suis, c'est la bonne ? Est-ce que le secteur est quelque chose qui me convient, etc. Parce qu'au bout d'un moment, pour l'alternance, on recherche plus à quelle entreprise va me prendre que vraiment celle où j'ai envie d'aller. Et en fait, c'est vraiment au bout d'un moment où je me suis dit, Sophie, il faut, je pense, que tu montes ta boîte. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais il faut que tu vives ton propre chemin. Il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire et que tu mettes à bout en fait, tes différentes idées. J'en ai plein d'ailleurs, mais c'est vraiment parti de là. C'est vraiment les expériences qui m'ont permis de me dire, OK, je suis là, mais est-ce que j'ai envie d'y rester pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans ? Non. Ou est-ce que j'ai envie de faire ce que j'aime et de tous les matins me réveiller en me disant, mais je suis tellement heureuse d'aller bosser. Et pour le coup, moi, c'est un travail passion, donc c'est-à-dire que je peux bosser 80 heures par semaine. Ça ne me dérange absolument pas, parce que j'ai vraiment trouvé un endroit où je suis bien. Oui, t'as pas l'impression de travailler ? Non. Heureusement d'ailleurs. Oui. Tu parlais tout à l'heure, t'as parlé d'une expérience chez TF1. J'imagine que quand on est jeune, parce que tu es jeune, Sophie, donc quand on est encore plus jeune et qu'on met un pied dans TF1, qu'est-ce qu'on ressent quand cette grosse machine, elle nous donne une chance d'évoluer à ses côtés ? Alors déjà, je vais raconter ce parcours par rapport à la fin de mon master. Quand je termine mon master, je rencontre ma compagne Cécile, qui fait partie de ma vie aujourd'hui. Et quand on s'est mis ensemble, donc à la fin de ce master, on va dire qu'on a un peu tout quitté pour monter sur Paris. Donc moi, j'avais déjà travaillé en alternance auparavant sur Paris, mais je suis arrivée sur Paris au RSA. À la fin d'études, j'avais rien. J'avais absolument pas envie de trouver un job alimentaire, même si je l'ai beaucoup entendu autour de moi, parce que forcément, il faut de l'argent pour vivre et vice-versa. Mais je me disais que j'avais pas fait toutes ces années d'études pour me retrouver dans un travail, oui, alimentaire, mais qui allait m'empêcher de prendre le temps vers ce dont j'avais envie d'aller. Donc, je suis restée au RSA. J'ai passé des entretiens dans d'énormes boîtes chez Gaumont, Paramount, Universal Music. Voilà, j'allais vraiment taper à toutes les portes. Que ce soit par mail, que ce soit physiquement, etc., ou par téléphone. Et jusqu'au jour où, dans un bar en bas de où on habitait dans le 7e à Paris, je croise une fille qui s'appelle Sonia et qui était directrice de production chez TF1 et avec qui on a vraiment matché amicalement parlant. Et à la fin de cette soirée, je lui dis, écoute, donne-moi ton mail, je peux t'envoyer mon CV. Moi, c'est un secteur qui m'intéresserait. Je connais personne et je sais que c'est dur de rentrer dans ce genre d'entreprise-là. Donc, pense à moi. Et effectivement, elle a pensé à moi, donc ça n'a pas marché tout de suite parce que il y a peu de place en télé. Et puis, c'est un petit peu après un microcosme où voilà, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui rentrent à l'intérieur. Et au bout de, je crois, 6 mois ou 8 mois, ils m'ont rappelé en me disant, est-ce que tu veux être l'assistante du directeur général, qui s'appelle Frédéric Carnet. Et j'ai dit oui. Et en fait, ça a commencé comme ça. Donc de la petite fille, de la jeune femme hyper réservée,
on arrive à la jeune femme à Paris au RSA qui tape toutes les portes pour aller là où elle a envie d'aller, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Et si tu remarques, c'est vrai que les secteurs dont je te parle, ça reste l'audiovisuel, l'événementiel ou le cinéma. Parce que j'ai eu une expérience dans le cinéma quand je faisais de l'alternance. Mais je savais que je montais pas sur Paris pour aller faire quelque chose que potentiellement j'aurais pu faire dans le sud. Déjà, tu étais loin des tiens, de tes amis, de ta famille. Donc, c'est déjà un parti pris. Et en plus de ça, voilà, j'avais 24 ans. Et pour moi, c'était maintenant tout de suite. Ça passe vite les années, donc je me disais tu peux pas rentrer dans un contrat où tu signes un CDI. Alors ce mot-là moi m'angoisse clairement, je n'ai jamais signé de CDI de ma vie et d'ailleurs voilà, quand j'étais chez TF1 c'est quand ils ont potentiellement dit que j'aurais peut-être un contrat comme celui-ci où je me suis dit non c'est à ce moment-là où je vais redescendre finalement et je vais aller créer ma société donc avec Cécile. Alors, j'ai plein de questions qui arrivent en tête. Et la première, en fait, c'est comment, à l'époque, c'est une question en deux questions. C'est comment, en fait, tu te fixes un objectif. Parce que tu arrives à Paris, tu touches le RSA. Et donc, ton objectif, c'est de trouver une boîte dans le milieu qui t'intéresse, c'est ça ? Ou est-ce que ton objectif, c'est de faire de l'événement ? En fait, je pose cette question-là parce que souvent, la plus grosse difficulté pour se mettre en action, c'est de ne pas savoir exactement ce qu'on veut. Donc moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est quand tu arrives à Paris, est-ce que tu sais exactement ce que tu veux ? Je ne le sais pas, mais je connais, je pense, mon objectif. Je sais pas, je connais l'objectif final, qui est moi, qui est ce que je veux, et j'y vais. Alors, je me pose pas trop de questions. C'est, je pense aussi pour ça que j'arrive à faire les choses, c'est que je suis une fonceuse, mais je réfléchis pas trop quand je fais les choses. Même si, voilà, même des décisions maintenant dans ma société, etc., forcément, c'est mûri et réfléchi, mais j'y vais. En fait, je me dis toujours, quand je dois y aller, vas-y, ça marche, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en tout cas, je sais que j'aurai la fierté de le faire, même si je suis comme ça avant d'aller taper à telle porte, même si quand tu serres une poignée de main au plus grand directeur et que tu trembles de l'intérieur, mais tu te dis regarde-le bien dans les yeux parce que comme ça, il va voir que tu es quelqu'un de confiant. En fait, c'est des petites choses que je me dis fais-le parce que je sais que c'est l'image que je vais en ressortir et on me voit toujours comme Sophie, la fille très forte, qui craint rien. Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout. C'est simplement en fait un travail que je fais sur moi et qu'effectivement il y a des choses que j'ai pas envie de montrer parce que montrer des faiblesses potentiellement on peut vouloir aller dans certaines de tes failles et voilà donc je préfère montrer une force que j'ai et que je me donne et que forcément c'est dans la tête. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impression de pas réussir ? Complètement, mais tout le temps, mais même encore jusqu'à maintenant. Des moments de doute, des moments où tu te remets en question, des moments où tu t'es dit je vais tout abandonner, puis finalement je vais rentrer dans un schéma plus traditionnel, mais plus serein. Parce que c'est vraiment le mot, c'est serein. C'est que, bon, là, je vais en parler de ce qui se passe aujourd'hui, d'avoir ma propre société, mais c'est vrai que tu sais jamais ce qui va se passer. Tu sais jamais si elle va fonctionner dans les mois à venir. Tu sais jamais si l'équipe que tu formes, ça va tenir le coup sur la longueur. Tu sais jamais si les chiffres que tu te donnes en tête, on va arriver à les atteindre. Donc, en fait, t'es toujours rempli de doutes. Mais il y a cette petite part de rêve, parce que je me dis être une rêveuse, mais pas dans le côté un peu, dans le côté vraiment je crois en mes rêves, enfin je crois en ce que je fais. Et je pense que c'est une des choses de pourquoi pour le moment ça fonctionne, c'est que voilà, j'y crois fort et je mets tout le monde avec moi pour que on y va quoi. Ouais, t'y crois tellement fort, c'est en toi que finalement tu te poses pas la question de savoir s'il faut te mettre en action ou pas, t'y vas et point. Oui, j'y vais. Et puis, alors, c'est vrai que je pense pas au négatif, moi. Je vais pas penser à ce qui potentiellement va arriver. Je vais les affronter si ça arrive, mais je vais pas l'anticiper. Et c'est peut-être bien, parce que des fois, il y en a qui me disent, Sophie, toi, t'es toujours... Non, je trouve que c'est pas mal. J'y vais, il y a des choses à régler qu'il faut régler, on les réglera. Mais si je vais commencer à mettre sur le côté droit tout le négatif que ça peut engendrer, je pense que je partirai jamais. C'est pas possible. C'est rigolo ce que tu dis parce que cette semaine, j'enregistrais un autre podcast avec une autre invitée et elle nous disait, en fait, au pire, ça marche. Au pire, ça marche. C'est pas au pire, ça marche pas. C'est au pire, ça marche. J'ai trouvé ça très, très chouette et c'est exactement ce que tu es en train de nous dire. C'est ça, la réalité. Quand tu... après, on va passer à ton déclencheur et à ce que tu fais aujourd'hui dans la vie et comment tu peux gérer tout ça, tout ce qui t'arrive. Quand tu mentalises un projet,
Donc là, c'était quand tu vas sur Paris et que tu cherches un contrat finalement pour générer de l'expérience. Finalement, c'est ça. Au final, tu veux travailler dans l'événementiel, tu veux créer de l'événement, tu veux créer du rêve, de la dynamique, etc. T'entourer, travailler avec du monde. Mais ton objectif, c'est de trouver un contrat pour générer de l'expérience. Exactement. Tu vois, c'est ça la différence en fait. Exactement. Pour réaliser un objectif. Enfin, un objectif et une finalité. Bref. Quand tu mentalises un projet, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment ça se manifeste dans ton cerveau? Est-ce que tu visualises, alors le positif toujours, mais est-ce que tu arrives à te projeter dans un futur où tu... Voilà. Alors, j'arrive à beaucoup visualiser des choses. Quand tout à l'heure, tu parlais de la petite Sophie, etc., c'est que j'ai plein d'étapes dans ma vie où je me vois être une personne, je sais pas, par exemple, une personne est sur scène, fait un discours, tout le monde l'acclame. Je me suis toujours dit dans ma tête, un jour, j'aimerais être à ce stade-là. Et il y a plein de petites choses comme ça où je me disais, oh là là, ça un jour, ça m'arrivera. Ou ça, un jour, j'espère que je serai à telle place. Et c'est vrai que c'est des petits rêves que tu mets justement en accomplissement petit à petit. C'est des rêves ou des projections? Des projections. C'est des projections. Et quand tu projettes, donc c'est une autre toi ou c'est une autre personne? C'est une autre toi plus grande? Oui, c'est une autre moi plus grande, exactement. Voilà, une autre toi plus grande ou avec plus d'âge, etc. Et donc, on parle technique. Et quand tu projettes cette image de toi ou cette vision de toi plus grande, plus expérimentée, tu la vois comme si c'était dans un écran ou tu peux l'incarner? Je peux l'incarner. Je peux l'incarner et je pense que c'est aussi le moyen de se dire que j'ose croire que ça m'arrivera dans mon chemin de vie. C'est génial, parce que ça, concrètement, on parle souvent de visualisation, etc. Mais en fait, la visualisation, c'est pas simplement imager un projet dans son esprit, c'est l'incarner avec les sens. Donc, quand tu arrives à t'incarner vraiment dans cette projection-là où tu es sur scène, tu es en train de parler, tu peux peut-être entendre les gens autour de toi, tu peux peut-être ressentir cette excitation. En fait, ton corps, ton cerveau, il fait pas la différence entre le passé, une expérience du passé, et une expérience du futur. Donc, en fait, quand tu mentalises ça vraiment en l'incarnant dans ton corps, en fait, c'est comme si tu préparais un petit peu ton corps et ta tête à ce que ça arrive. Oui. Et pour le coup, tu te mets en action dans cette direction-là. Donc, peu importe après ce qui peut arriver sur le chemin, tu sais qu'au final, tu vas y aller. Donc, tu es déjà pleine de ressources pour anticiper ce qui pourrait arriver sur le chemin et qui pourrait t'en détourner légèrement, mais y revenir après. Exactement. Alors, c'est quoi le déclencheur pour dire non à TF1 ? Le déclencheur, c'était que après donc toutes ces années d'expérience dans différentes boîtes, j'avais réellement envie de faire ce que j'aime. Donc c'est parti avec donc Cécile, ma compagne, qui est chanteuse et danseuse et qui était intermittente du spectacle. Et c'était compliqué, c'est compliqué de trouver des contrats quand on est artiste, qu'on n'a pas toujours un agent, etc. Elle tournait beaucoup dans le sud de la France. Et en fait, on s'est dit, on va monter cette société comme boîte événementielle, mais dans un premier temps où c'est moi qui vais lui trouver les dates. On s'est fait un réseau après d'artistes, donc des dates pour d'autres artistes. De fil en aiguille, on a eu la direction musicale et artistique d'établissement. Aujourd'hui, on bosse avec des très grands groupes hôteliers et marques, etc. Donc, c'est vraiment parti d'un binôme. Je pense que sincèrement, ma rencontre avec Cécile, maintenant, ça fait 11 ans qu'on est ensemble, mais je pense que notre chemin de vie à toutes les deux était quand même un petit peu tracé parce qu'on est vraiment un binôme de vie. On se suit sur toutes les différentes expériences à notre niveau. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup plus moi qui est géré et qui est engendré cette société, et même dans la vie, on va dire, de tous les jours. Mais sans son mot, sans son aide et sans ses conseils, peut-être que je ne pense pas en être où j'en suis aujourd'hui, quoi. Alors, c'était quoi le projet à la fin de Wow? Alors, on n'arrive pas à la fin du podcast, hein, je ne veux pas anticiper la fin, mais je veux dire, quand tu imagines cette société, enfin cette agence plutôt, où tu commences à faire tourner un petit peu Cécile, les premières idées, elles arrivent comment? Et qu'est-ce que Alors, c'est rigolo, mais cette société, elle évolue réellement avec son temps. Elle a seulement quelques années, mais on va dire que je pivote un petit peu avec tout ce qui peut se passer. Donc, comme je te disais, on a démarré avec de la programmation d'artistes, booking d'artistes sur la région, etc. Ensuite, on a commencé à faire de l'événementiel privé, donc que ce soit pour des marques, pour des sociétés ou pour des clients privés, tel mariage, anniversaire. Et puis, petit à petit, j'ai réussi aussi à me monter ma propre équipe. Et en fait, on voit les
les choses grandir. Ça nous permet de savoir après, quand toute société grandit, ce que tu n'as plus forcément envie de faire et vers ce dont tu as envie d'aller. Pour déjà, numéro 1, ça reste du business, donc générer du chiffre. Et au-delà d'être sur la région, parce qu'il y a énormément d'entreprises sur cette région, sur l'événementiel. Donc, c'est se différencier. Pouvoir déjà être une équipe créative pour pouvoir proposer différentes choses. Et après, c'est de rester fidèle à certains clients et vice-versa. Donc, en fait, on fait grandir la société. On pivote quand il y a des choses qu'on doit changer. Et après, au-delà d'être sur la région sud, on est aussi également maintenant présent sur Paris. Donc, j'essaie en fait petit à petit d'agrandir. On travaille aussi avec d'autres villes en France, mais voilà, d'agrandir un petit peu à l'échelle française pour être de plus en plus reconnu et connu. Et qu'il y ait d'autres opportunités qui arrivent. Exactement. Bon, moi, j'ai envie de parler un petit peu de la Baronne, puisque dimanche dernier, c'était la 4e édition. Oui. Tu nous expliques un peu ce que c'est que la Baronne et comment c'est arrivé, comment c'est né ? Alors la Baronne, c'est arrivé donc après justement ces quelques premières années de la société où on avait envie de créer un événement qui nous ressemble, mais qui nous ressemble réellement. Cécile vient de l'univers artistique et moi j'adore la musique électronique. J'ai fait énormément de festivals dans ma vie, en France comme à l'étranger. Je sortais beaucoup quand j'étais jeune, etc. J'ai plein d'amis DJ et on s'est dit on va unir nos deux univers et on va en créer un festival de musique. Donc on est parti d'un personnage. Pourquoi la Baronne ? Parce qu'on pose souvent le nom, mais en fait on est parti d'un personnage parce qu'il fallait partir sur... On a commencé vers l'artistique, à vrai dire, parce qu'après programmer des DJ, je savais exactement, c'est moi qui m'occupe de la programmation, qui je souhaitais mettre, etc., quel style. Mais on est vraiment parti d'un personnage et c'est Cécile qui a dessiné ce personnage. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit, mais tu viens de dessiner une baronne. Sincèrement, elle ressemblait réellement à une baronne. Et donc, on a voulu garder ce nom. On s'est dit que ce personnage qu'on fait évoluer au fil des éditions, mais était un réel personnage, une identité, une égérie. Ouais. Qui est là pour rassembler, qui est là pour faire passer des messages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire dans nos différentes opérations de communication et qu'on essaie de réfléchir même sur les jours J du festival, de comment on va mettre en place ce personnage avec donc toute son équipe artistique. Et puis après, une fois que le projet était écrit, on s'est dit on va aller taper à la porte de ville pour voir s'ils nous accueillent pour pouvoir le faire, parce qu'on souhaitait être dans des lieux du patrimoine. Si on pouvait être dans des châteaux, les premières éditions, c'était super parce que voilà, Baronne, on voulait des monuments classés, des lieux qui avaient une histoire. Donc les 2 premières éditions, on était sur Fréjus. On a changé de lieu sur les 2 premières éditions. Et à partir de la 3e, on était sur la commune de Mandelieu, donc qui est notre ville, parce qu'on est mandolosienne. Et là, pour le coup, la ville nous a accueillis vraiment les bras ouverts parce qu'ils ont adoré le projet. Et on a de suite parlé du château. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le château, c'est un lieu qui est privé, qui appartient à une famille américaine. Donc il fallait l'aval de cette famille. Et effectivement, une fois qu'on leur envoyait tous les dossiers de presse, etc., ils ont adhéré. Ils ont dit why not, on va le tenter. On n'a jamais fait des événements comme ça à l'intérieur du château. Mais c'était aussi le souhait de la ville dans les mois qui allaient à venir. On va dire on est tombé au bon moment. Parce que la ville souhaitait ouvrir le château sur d'autres choses que les événements du patrimoine, ils ouvrent tous les jours pour la visite du château, etc. Mais ils voulaient peut-être axer vers autre chose. Alors quand on organise des gros événements comme ça, parce que là c'est quand même pas mal, c'est quand même gros. C'est costaud. C'est costaud. Alors, on a une jauge, nous, à respecter. Donc, pour moi, c'est costaud. On n'atteint pas 10 000, on n'accueille pas 10 000 personnes. Mais c'est un souhait aussi de notre part. C'est que je n'aimerais pas que ce festival soit un festival où on dépasse les milliers de personnes. Parce que nous, ce qu'on aime, c'est le côté intimiste, justement, d'être dans ces lieux par rapport à nous, les différents services qu'on peut proposer. Les gens se parlent. Il y a vraiment un contact. Il y a vraiment un échange qui est fait sur place. Comment tu gères la pression d'un gros événement comme ça ? Alors, c'est un événement qui se prépare sur 1 an, donc on y va petit à petit, mais je suis quelqu'un d'hyper carré dans ce que je fais, donc la pression, je l'ai, mais après, on va dire que c'est une machine qui tourne, parce que maintenant, on connaît le process pour le créer, donc on va dire qu'on le réplique les années suivantes, même si à chaque fois, on repart sur une direction artistique, qu'on essaie d'apporter de la nouveauté, etc. Mais la pression, en fait, c'est une bonne pression, c'est une pression, moi, que... C'est une excitation. Je suis excitée d'arriver à tout ce travail qu'on fait durant des mois
à voir en fait le jour J, quand on a notre premier, t'étais présente à la Baronne, mais quand on a ce premier gros passage artistique qui a lieu à 18h, à chaque fois on se rassemble, que ce soit Cécile ou Arthur qui est mon chef de projet et mon bras droit, hein, c'est vraiment mon binôme. Et en fait, on a la chair de poule, on a les larmes aux yeux parce qu'on se dit ok, on y est. Et quand je vois tous ces sourires et tous ces retours qu'on peut avoir par rapport à ça, moi, c'est mon plus grand bonheur. Sincèrement, pour moi, c'est pari gagné, quoi. Et est-ce que tu dois gérer le stress des équipes de temps en temps ? Oui, beaucoup. Parce que toi, tu sais, ok, tu connais ta méthode. Alors, après, moi, c'est vrai que j'ai un caractère problème-solution. C'est-à-dire que je pense que pour moi, il y a peu de choses qui sont vraiment pas réalisables. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on rencontre. Il y a des choses qu'on rencontre même à 24 heures de l'événement où c'est des choses ultra importantes et en fait, on n'a plus notre prestataire pour faire telle ou telle chose. Mais on se pose, on réfléchit. En fait, c'est plus quand tu es un peu la tête pensante et que tu as une équipe autour, tu as pas mal de choses qui t'arrivent tac, tac, tac de tous les côtés. Ce qu'il faut, c'est, ok, on se pose, on réfléchit, on met carte sur table, qu'est-ce qu'il y a comme problème, on va le résoudre. Et à chaque fois, on arrive à faire en sorte que les choses se passent à merveille. Et même sur le jour J, hein, il nous arrive toujours des choses que voilà, personne ne voit, mais on est là pour les régler, quoi. C'est drôle parce que tu as un côté très, très speed. Oui. Et puis, je te connais un petit peu, donc je te sais. Ouais, c'est ça. Et en même temps, je t'ai vu aussi dans ton univers pro. Et tu as une capacité à rester d'un calme, et pas d'une froideur, mais vraiment d'un calme stoïque pour pouvoir prendre les décisions qui vont bien. Et je pense que ça, c'est un côté vraiment rassurant peut-être pour tes équipes. Mais j'allais dire le mot rassurant. Je pense avoir un caractère assez rassurant, c'est que ça tient la route, quoi. Ce que je fais ou ce qu'on vit, on le fait. Et puis, s'il y a des choses qui ne vont pas, il m'arrive même parfois, et ça, il n'y a personne qui le sait, mais les problèmes, je les garde pour moi. Il y a plein de choses qui arrivent, négatives, et je me dis toujours, trouve la solution avant d'en parler à tes équipes. Parce que d'en parler avant, c'est stresser tout le monde, c'est en parler et perdre un peu du temps sur les avis un peu des uns et des autres. Donc je préfère en fait le prendre sur moi, prendre le temps de les régler. Et après, je leur dis, on a eu un très gros problème, mais j'ai une solution. Et du coup, tout le monde rigole. Parce qu'ils savent. Oui. Tu vois, j'allais te poser la question à un moment donné, est-ce que tu as déjà eu peur de ne pas paraître légitime, entre guillemets ? Peut-être quand tu as démarré ou tu vois, quand tu prends quelque chose en main comme ça très fort. Et en même temps, j'ai l'impression que tu sais tellement que tu sais faire, que déjà cette question, elle n'a pas lieu d'être. Je réponds à ta place, mais tu me diras si non, mais c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que ce qui m'arrive, oui, mais je pense qu'on l'a tous. Légitimité, ça m'arrive encore de le penser, hein, sur différentes choses qui peuvent nous arriver, hein. Sur des contrats avec certains clients, quand on décroche un contrat avec une très belle marque de luxe ou un très gros groupe hôtelier, on se dit est-ce que je sais ? En fait, l'agence a été sélectionnée, c'est nous qui allons faire ça. Et pour moi, en fait, c'est un peu un remerciement de nous donner ce travail-là. C'est que je me dis, il faut qu'on soit parfait. Ça, là-dessus, je sais qu'une fois qu'on nous confie quelque chose, je fais tout pour que ce soit parfait et je fais tout pour que les clients, ça soit même au-delà de ce que lui-même avait en tête. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait pour moi qu'on va pouvoir rester dans le temps. Ouais, c'est un point quand même que je voulais aborder et c'est pour ça que je l'ai quand même soulevé. Parce que dans le quotidien, toi, voilà, tu fais des gros événements, tu diriges une équipe, tu as des projets fous, peut-être qu'on y viendra après. En tout cas, il y a de l'effervescence dans ta tête. Beaucoup. Et dans mes notes de téléphone. Parce que je pense que pour ceux qui connaissent mes notes de téléphone, c'est que je note plein de choses qui m'arrivent, ou des idées parce que je vois telle ou telle chose et je me dis, oh, ça, j'aime beaucoup. Mais alors, je ne suis pas quelqu'un qui copie des choses existantes, mais je m'en inspire. Donc, je me dis ça, c'est quelque chose que potentiellement j'aimerais faire. Donc, en fait, je me note tout. Et puis, même si je suis assez impatiente parce que on a toujours envie de tout faire au plus vite et que de tout réaliser et de dire, OK, j'ai regardé, j'ai fait tout ça. Mais finalement, en fait, je prends le temps. Voilà, c'est-à-dire que la Baronne, on a pris le temps, parce que la Baronne, ça date de plus longtemps que 4 ans, mais il y a eu des moments où en fait on s'est dit non, on attend, c'est pas le bon moment, et puis quand t'es à l'agence, t'as aussi, parce que nous, faut dire qu'on est une petite équipe, et on fait énormément de choses, voilà, donc c'est sur 12 mois, on n'a pas, avant on avait des périodes un peu plus creuses, maintenant pas du tout, parce que dès l'été, on travaille sur la période de Noël, on travaille sur les Nouvel An, on travaille pour des décorations d'hôtels en station de ski, etc., donc en fait, voilà, on essaie de faire notre calendrier. C'est important
en fait le message que tu fais passer, parce que je pense qu'à un moment donné, on doute tous, même si on sait, voilà, même si on a travaillé, même si on s'est formé, même si on a expérimenté, à un moment donné, on a le droit de se poser la question de savoir je vais y arriver ou je vais pas y arriver. Et c'est après de switcher ce mental-là pour dire mais évidemment que je sais faire parce que je l'ai déjà fait et je vais même montrer que. Parfois, c'est aussi un frein pour certaines personnes que de ne pas se mettre en action parce qu'ils ont l'impression de pas être légitimes alors qu'ils ont déjà l'expérience. C'est juste de se lancer et de faire. Et puis, dans tous les cas, on apprend de nos erreurs. C'est-à-dire que dans tous les cas, si on ne fait pas, il ne se passe rien. Par contre, quand on fait, on arrive à savoir si ce qu'on fait est bien, si on a des choses à changer, si on peut rectifier aussi au cours de route voilà, certains process. Mais le tout, c'est d'y aller. En fait, je pense, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il ne faut pas trop se poser de questions non plus. Parce que les questions font peur, en fait. Parce qu'on généralement, on se fait les questions, mais on se fait aussi les réponses. Donc, si on se fait les questions-réponses, en fait, on s'effraie nous-mêmes en se disant « mais c'est impossible, c'est infaisable » ou alors « comment ça va être, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?» Parce que c'est vrai qu'on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour... Alors, je ne sais pas si c'est pour montrer aux autres, parce que moi, je ne fais rien pour montrer aux autres. Mais en tout cas, il y a une certaine fierté, parce que quand tu fais les choses, tu as des retours forcément des gens de ton entourage, que ce soit de la famille, des amis. Et moi, quand j'ai des gens de ma famille ou mon entourage proche qui me disent « Sophie, je suis fière de toi et fière de ton parcours et de ce que tu as réussi à faire », bon, on s'en rend pas vraiment compte, en fait, quand tu vis les choses. C'est vrai que comme tu me décris, je suis quelqu'un un peu à 8000, moi je fonce, et ça, je le mets de côté. Par contre, quand tu commences à avoir des avis qui te reviennent positifs, en fait, tu te dis, ok, déjà que je suis fière de moi, parce que ça, faut savoir le dire sur soi-même aussi. Hein. Bien sûr. J'avais du mal au début, mais après, en fait, au fil des années, quand tu vois certains résultats, tu te dis, c'est vrai que petite jeune nana, comme tu disais tout à l'heure, on est maman d'un petit garçon, donc on a aussi ce rôle-là à gérer. On n'a pas d'entourage proche à côté de nous ici, donc faut tout gérer, mais on le fait en fait, on le fait et on consacre autant de temps pour le travail, parce que ça reste une passion, et que autant de temps dans notre rôle de maman avec notre petit garçon. Donc en fait, et puis lui aussi est depuis tout petit un peu ancré dans notre univers, qu'il l'adore. Donc après, voilà, il faut savoir, c'est sûr que j'ai peu de temps pour certaines choses, mais après, voilà, pour moi, j'ai l'âge pour. J'ai du mal à remettre à demain ce genre de choses qui m'arrivent, parce que pour moi, c'est maintenant la jeunesse la maturité, enfin voilà, de tout, quoi. L'énergie, peut-être que ça sera différent dans 10, 15 ou 20 ans, quoi. En tout cas, dans ce métier-là. C'est un peu ce qu'on s'était dit quand on s'est parlé et quand je t'ai proposé de venir à ce podcast-là, parce que pour moi, tu es une figure féminine hyper inspirante. Voilà, jeune, entrepreneuse, maman, concilier tout ça en même temps. Il y en a pour qui ça pourrait justement faire peur. Alors, c'est effectivement, enfin, c'est beaucoup de fatigue, mais pour moi, c'est une question d'emploi du temps. C'est une question de savoir où sont les priorités. Tu vois, tu le sais aussi que je suis sportive, voilà, parce que je fais beaucoup de sport, mais peu ces derniers temps, parce qu'effectivement, on n'arrive pas à mettre tout bout à bout. Mais après, il faut savoir où sont nos priorités. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Après, je pense que pour beaucoup de personnes, peut-être que moi, quand je dis que mon métier est un métier passion, finalement, je dis pas que c'est pas un travail, mais je me réveille le matin, je suis heureuse d'aller travailler, je suis heureuse d'y rester, je suis heureuse de travailler sur les week-ends. Donc c'est vrai que pour beaucoup de personnes, peut-être qu'ils sont pas forcément là où ils veulent être, et que après il y a aussi de l'environnement dans lequel tu es. C'est sûr que dans des sociétés où tu as des patrons qui te parlent pas très bien, ou que tu es dans des ambiances un peu moroses, etc. C'est compliqué de tous les jours se lever, aller travailler avec des collègues où on s'entend pas tellement, avec des patrons qui sont hyper durs. Pour revenir simplement à moi, ma manière de fonctionner, et toutes les personnes que j'embauche dans la société, c'est que j'ai un management assez on va dire, transversal, beaucoup participatif, et si je prends des jeunes, moi, dans la boîte, c'est pour leur donner envie, parce que justement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, je fais ces études, mais même ça, bon, c'est général, c'est du marketing, c'est de la com, je l'ai fait moi-même, et je me reconnais aussi en eux parce que je l'ai vécu, sauf que moi, je leur donne toutes les cartes en main
pour que quand ils partiront de la boîte, ils se disent ok, ce que j'ai emmagasiné en expérience, c'est assez dingue. Et c'est le retour que j'ai aussi de toutes les écoles, donc des différents professeurs, etc. Ils me disent mais ils sont hyper heureux chez vous parce qu'en fait, vous leur faites faire tellement de choses. Mais en fait, on les prend pour ça, on va dire, les jeunes. Si à 20 ans, le fait de faire de l'alternance, déjà, on les freine et on leur donne pas envie ou on leur fait peur sur le monde professionnel, parce que le monde professionnel est un monde quand même de requins, faut le dire. Moi, je leur dis toujours, vous avez de la chance d'être dans ma société, parce que moi, j'ai aussi vécu dans des boîtes où forcément, t'es pas très bien traité, tu t'es pas regardé, t'es pas consenti, tu te sens là, mais tu sais que t'es sur un siège éjectable. C'est compliqué quand t'es en pleine formation déjà sur toi-même, de te dire, bon, bah, c'est ça le milieu professionnel, c'est ça les différentes boîtes. Donc c'est pour ça que je le fais différemment, parce que je veux arriver à former des jeunes sur le plaisir d'aller travailler. Voilà. C'est une belle transmission. Hein. Tu vas recevoir un wagon de CV, je t'annonce. On n'est pas encore une multinationale. Hein. Donc j'aimerais. C'est vrai, hein, moi je reçois énormément de CV. Et puis en plus, même quand je leur réponds à tous ces jeunes qui recherchent de l'alternance, c'est compliqué dans notre région. Donc je les vois que des fois, ils appellent, ils sont assez dépités. Tu l'entends déjà dans le halo, tu vois. Je vous appelle parce que mais tu sens déjà qu'ils vont anticiper le nom. Mais voilà, bon voilà, c'est... On va bientôt arriver à la fin de cet échange, Sophie, mais j'ai encore 2 dernières questions pour toi. La première, c'est si tu pouvais parler à ton toi de... il y a 20 ans. Enfin, c'est possible ça ? Oui, c'est possible. C'est les jeunes quand même. 36, c'est possible. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Allez, il y a 10 ans plutôt. Si je pouvais parler à mon moi d'il y a 10 ans, je me dirais bravo pour ce que tu as accompli, parce que j'aime l'idée de construire. Et je pense qu'à 36 ans, j'ai réussi à construire une vie de famille. Ça fait 11 ans que je suis en couple, on n'est pacsé, on a un petit garçon de 3 ans et demi. Alors ça, on va dire que c'est mon socle de vie qui permet que je suis vraiment bien dans mes baskets. Et après, j'ai réussi aussi à construire... mes rêves mis bout à bout, et j'en ai encore pas mal qui viendront par la suite, mais c'est cette idée de construction et de me dire bravo pour ce beau petit parcours. Je dis pas que c'est quelque chose de grandiose, mais en tout cas pour moi-même, le tout c'est de se sentir bien où on est, et dans ma vie d'aujourd'hui je me sens extrêmement bien. Alors du coup, si on peut parler à ton autre toi dans 10 ans. Et fatiguée. Elle est où, Sophie, dans 10 ans ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Sophie, dans 10 ans, je pense qu'elle aura donc encore l'agence Waouh, mais elle aura aussi d'autres projets. J'aime aussi cette idée de pouvoir être multi-expérience, donc ça ne sera pas forcément dans l'événementiel. J'aime plusieurs choses. J'aime le sport, voilà, donc je pense que je ferai quelque chose dans le sport. J'aime manger. Je suis une épicurienne. On a un nouveau donc concept, je pense là. que je ferai quelque chose aussi, que ce soit dans la nourriture, dans le vin, etc. Donc en fait, je pars de quelque chose que j'aime, et de tout ce que j'aime, j'aimerais potentiellement en faire des jobs. C'est dingue, mais voilà, si c'est quelque chose que je peux justement m'éclater à faire, c'est ce que je me dis. Donc d'où mes petites notes dans le téléphone. Donc, moi, si je devais conclure, en tout cas, je dirais que Sophie, tu es très, très orientée options et diversité. C'est ça. Que tu vibres avec ceux qui t'entourent et et tous ces projets qui t'alimentent. Mais ce qui est important c'est aussi grâce à eux. En fait, c'est tu sais, de créer une équipe. C'est aussi grâce à eux que ça fonctionne. Mais c'est aussi ton mindset. Tu le transmets. Et l'énergie aussi que tu donnes dans un projet. Si tous les jours, j'arrivais au bureau en râlant, en soufflant et en disant que ce qu'on fait, c'est pas top et que on va le faire, hein, mais franchement, j'y crois pas, quoi. En fait, je pense que tes équipes, derrière, ils sont à plat. Alors que moi, je rentre avec une énergie et une patate, et je crois tellement aux différentes choses. Mais j'y crois, c'est pas prétentieux. Hein. J'y crois parce que j'y crois qu'on va arriver à le faire. Oui. Après, ça fonctionne pas. Il y a plein de choses qu'on a voulu créer dans la boîte et qui n'ont pas fonctionné. D'ailleurs, il y avait des choses qui étaient sorties sur les réseaux. On avait commencé à faire mais finalement, je me suis dit, enlève-le parce que c'est pas le bon moment, où on n'a pas les équipes pour. Mais il y a rien de prétentieux. Mais en tous les cas, c'est l'énergie que tu transmets. En fait, les gens
gens l'absorbent. Donc c'est ça qui fait vibrer une équipe et qui donne aussi envie aux gens de continuer avec toi. Si après, il y a d'autres personnes qui, tu vois, il y a des fois, tu peux être avec des collaborateurs, puis finalement, ils tracent leur vie différemment. Mais ils ont fait partie de ta vie à un moment T. Et je suis assez fidèle, moi, que ce soit en amitié, que ce soit dans mes relations de travail, que ce soit même avec nos clients. Et donc, c'est cette fidélité aussi qui prime. C'est que je reste moi-même et les gens le savent, quoi. Alors, un dernier petit conseil à tous ceux qui ont envie de faire des choses et qui se limitent. Lancez-vous parce que il faut pas avoir de regrets en fait sur des choses et je pense qu'on a tous plein de choses en tête, mais le tout c'est de se dire allez, je suis capable et dans tous les cas c'est que en se lançant qu'on peut voir le résultat. Donc dans tous les cas, lancez-vous. Merci Sophie pour ce moment. Je vous invite à nous laisser un commentaire, donc à lui envoyer un CV apparemment. Pas trop quand même, j'en ai déjà beaucoup. Merci et on attend vraiment vos retours et on espère que cet échange puisse vous donner l'élan tel qu'il habite Sophie intrinsèquement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.